Dans la vie, il faut pas avoir de regrets. On peut avoir des remords. Un remords, c'est quand tu as fait trop de choses, mais tu n'as pas le droit d'avoir de regrets, de dire j'aurais dû le tenter. Il y a du Donc foot à Narbonne. Il y a du foot à Narbonne. Et donc j'étais en pleurs, ma mère m'a dit c'est pas grave, l'an prochain on ira plutôt s'inscrire au foot. Et j'ai dit non, je vais aller au rugby. Bienvenue dans Médecin qui es-tu, le podcast qui vous plonge dans l'univers captivant du monde médical. Chaque épisode vous offre un regard intime sur la vie des médecins, leurs défis dans le monde professionnel et leurs passions en dehors des salles de consultation. Je m'appelle Maxime Garcia, bienvenue et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médecin qui es-tu, un épisode d'aujourd'hui consacré à Quentin. Salut Quentin. Salut à toutes et à tous. Tu es interne en médecine, c'est ça ? C'est exact. Où est-ce que tu es interne en ce moment ? Moi je suis interne en cardiologie à Toulouse et là je suis en stage en réanimation polyvalente sur Purpan. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire d'où est-ce que tu arrives ? Oui, à la base je suis originaire de Narbonne. Donc j'ai eu la chance de grandir à Narbonne, de faire toutes mes études à Narbonne. Mais malheureusement, comme il n'y avait pas la poursuite d'études possible dans ma ville, j'ai eu la chance de venir à Toulouse pour découvrir cette magnifique ville où j'ai fait mon externat et là actuellement l'internat. Ok. À Narbonne, vous avez le choix entre Toulouse et Montpellier ou c'est obligatoirement à Toulouse ? C'est entre Toulouse et Montpellier. Quand j'étais à Narbonne, moi c'était surtout sur Montpellier que les gens allaient. Moi, par le rugby, je suis allé plutôt à Toulouse et aussi dans l'idée de me dire que j'aurais peut-être moins de copains à Toulouse, donc j'aurais plus de temps pour bosser en première année. D'accord. Et après, il y a des modes, donc par moment c'est Toulouse qui a plus le vent en poupe, des fois plus Montpellier. Ok. Donc t'avais déjà une réflexion autour de maximiser tes chances pour la première année. On va discuter de tout ça. Comment ça se passe collège-lycée à Narbonne, la vie ressemble à quoi ? Collège lycée à Narbonne, c'est très bien. C'est une ville qui est magnifique, où il fait souvent beau déjà, donc c'est agréable. Des copains, du rugby, de l'amitié, des combats, des moments de joie, des projets déjà qu'on développe pas mal. Ok. Sportifs, extrasportifs. Ça Ok. vaut quelques reconnaissances et après des échecs, des apprentissages et Ouais, beaucoup de choses. jeunes, voilà, avec plaisir. Qu'est-ce que t'appelles projet extra sportif ? Extra sportif, c'est vrai que quand on est arrivé au collège-lycée, de par mon tempérament où j'étais capitaine de mon équipe de rugby, on m'a dit tiens c'est bien quand tu es délégué de classe, quand tu montes des projets, revoir la maison des étudiants, essayer de faire un peu d'entraide, monter l'association des anciens du lycée, pour essayer de trouver des débouchés, aider un peu tout un chacun. Et ça m'a valu en première d'être reçu au ministère par Benoît Hamon et d'être prix national de l'éducation. Ok. Donc c'est vrai que c'était une belle expérience pour un jeune de 17 ans. Ouais. De découvrir un peu ces lieux sacrés de notre pays. Bah ouais. Et du coup, tu as eu cette idée de faire, enfin, comment se construit quand on a, je sais pas, 15, 16, 17 ans, toutes ces envies. T'as toujours eu cet esprit-là de fédérer. Je pense qu'on a un peu ça en soi et après c'est par des petits projets. C'est par des petits projets après qu'on se développe en faisant une petite réussite. On a envie d'en faire une un peu plus grande. Et après c'est des aventures humaines à chaque fois. Je veux dire, à 7 ans, comme tous mes copains, j'ai honte de le dire, mais je voulais faire du foot. J'ai été refusé parce que je suis arrivé trop tard. Il y a du Donc foot à Narbonne ? Il y a du foot à Narbonne. Et donc j'étais en pleurs. Ma mère m'a dit c'est pas grave, l'an prochain on ira plutôt s'inscrire au foot. Et j'ai dit non, je vais aller au rugby. D'accord. Et voilà, c'est savoir se nourrir de ses échecs, rebondir et petit à petit voilà monter des projets, se développer par le rugby. Et c'est par le rugby moi qui m'a aussi aidé à grandir, à me développer. La compétition, les challenges sportifs. T'as été dans quel club de rugby à Moi, Narbonne ? j'étais au club de rugby de Narbonne, de 7 ans à 20 ans, donc pendant 13 ans, où j'ai pu jouer à Narbonne au rugby, j'ai pu être arbitre de rugby avec Narbonne, gagner le concours du meilleur jeune arbitre de France, faire des projets comme ça, être en sélection régionale et autres, et avoir ce rôle et la confiance de mes coéquipiers pour souvent être le capitaine en disant voilà, on part d'un point A, moi j'ai envie de vous emmener sur un point B. Par contre, ça a passé par beaucoup de travail, ça a passé par Déjà au jeune âge, une envie de faire aller les gens vers l'avant et vers un point commun. Je pense ne pas vouloir subir. Dans la vie, c'est important, je pense, de ne pas être spectateur, de toujours rester acteur de ce qu'on a envie de faire, d'être maître un peu voilà, de son destin, de porter ce qui nous plaît. Et au moins, par contre, la chance qu'il y a, c'est que quand on impose un peu le cap, s'il y a un échec, c'est notre échec. Donc on ne veut pas se cacher derrière, c'est la faute aux autres, c'est la faute à la météo, c'est la faute... Non. Je voulais vous emmener là, on n'y est pas arrivé pour telle et telle raison, et la fois d'après, on sera meilleur. Et quand il y a un succès, ça valide, et après, les gens suivent et disent avec Quentin, c'est bien, l'équipe gagne, on suit, on avance. Ne pas être passif. Ne pas être passif. Ok. Donc, le collège-lycée avec cette valeur centrale rugbystique, avec cette volonté d'amener un peu les gens derrière toi. Comment se construit l'idée de faire médecine ? Un hasard de la vie, encore une fois. Moi, j'aurais préféré à 16 ans, 17 ans, je badais les mecs qui jouaient au niveau rugby. Je voulais être rugbyman pro à Narbonne, qui était encore en Pro D2 à l'époque. Je voulais faire l'INSA, l'école d'ingénieur à Toulouse, avec un statut de sportif de haut niveau, le faire en 6 ans au lieu de 5. Au final, pour des soucis administratifs, ça n'a pas abouti.
Et je me suis dit, tiens, autour de moi, c'est vrai qu'il y a mon médecin généraliste qui a 50 ans, qui a du charisme, qui est sympa, qui est agréable, qui me signe la licence pour le rugby, qui aide les gens, qui aide la misère, qui a cette proximité. Et pourquoi pas moi? Et j'ai dit, je vais le tenter. Et j'avais un entraîneur à l'époque, Monsieur Pivouleux, qui m'a dit, Quentin, prends-toi une année, fais-toi plaisir, et après je te reprends. Et j'avais eu la chance de réussir là du premier coup, dans l'idée de reprendre le plus vite possible la compétition avec le rugby. Parce que côté rugby, t'étais aussi sur un statut de haut niveau ou quelque chose d'intéressant? Statut de haut niveau, faut rester modeste toujours, mais il y avait quelque chose d'intéressant. Oui. Et donc, quand il te dit, je te laisse une année, c'était, va passer ton concours. Et après, ta carrière, entre guillemets, enfin oui, c'est une carrière de sportif, on la poursuivra s'il faut. L'idée, c'était ça, parce que comme en catégorie sport, il y avait 4 années, que j'étais la première année. Comme t'es le plus jeune, t'es un peu moins aguerri à 20 ans que d'autres joueurs. Et l'année, au final, que je prends un peu de dispo, c'est la seule année où il y a un titre de champion de France. Mais pas de chance, c'est l'histoire, c'est comme ça. Et après, ça n'a pas forcément abouti pour d'autres raisons. Une fois qu'on est étudiant, qu'on goûte à autre chose, qu'on goûte à la CTR, l'équipe de rugby de la fac, des fois, on fait d'autres choix. Ouais, on va en discuter. Comment t'as vécu le fait de partir de Narbonne avec, donc tu quittes la famille, tu quittes ce monde du rugby qui t'est cher avec, je pense quand même beaucoup de copains sur place. En plus, tu nous dis tout à l'heure que tu veux que tu veux plutôt choisir Toulouse pour rester un minimum seul et te concentrer sur ses études. Ça peut être brutal d'arriver comme ça dans la grande ville. C'est brutal, mais une fois de plus, c'est partir en se disant, voilà, j'ai 10 mois. J'ai 10 mois pour réussir. J'ai 10 mois pour moi, j'ai 10 mois égoïste et j'ai 10 mois pour bosser. Le souci qu'il y a, qui est pas prévu, c'est que quand tu passes de quasiment 30 heures de sport par semaine à 0, mais toujours avec énormément de gourmandise, tu prends 15 kilos, tu passes à 102 kilos, c'est un peu compliqué pour ton amour propre. En étant figé sur le fauteuil, sur le bureau, à faire que bosser. C'est ça. Et après, je veux dire, c'est vrai, tu te mets dans une bulle, tu te coupes un peu des copains, tu prends un peu de recul, de la maturité, et tu te découvres. Parce que t'es seul, t'es dans d'autres repères, t'as peur. Parce que tu connais pas, donc quand tu connais pas, t'as peur, c'est normal. Et t'apprends à découvrir des petits plaisirs, de prendre du plaisir en passant le balai, parce que ça te coupe des révisions. Et une fois de plus, ce que je dis souvent, c'est que quand à la fin elle est belle, quand t'as réussi, tu vois les efforts avec nostalgie. Donc peut-être que si la fin avait été moins belle, peut-être que je les aurais pas vus de la même façon. Ça peut être un peu percutant. Ouais, tu te mets à te dire que la vaisselle est une soupape pour passer à autre chose, le coup de balai aussi, plein de choses. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. C'est ça, tu coupes les réseaux sociaux. Tu rentres à Narbonne 7 fois dans l'année, et les 7 fois où tu rentres, c'est parce que tu étais toujours arbitre de rugby, et donc tu arbitres un peu sur Narbonne, et au moins tu te reconnectes un peu à... Tu as continué l'arbitrage pendant première année de médecine? Ouais, j'ai continué l'arbitrage la première année de médecine, et c'est l'année où j'avais postulé pour le concours dont on disait tout à l'heure du meilleur jeune arbitre de France, que j'ai eu la chance de gagner l'année de la PACES. Donc c'est vrai que ça permettait aussi d'avoir un essoufflement. Après, on peut pas tout faire, ce que j'ai souvent, mais c'est avoir toujours ce côté... un corps sain dans un esprit sain, un esprit sain dans un corps sain, avec le côté je bosse, et par contre le week-end je coupe, je vais dans la bulle, je prends du plaisir et je reste en connexion avec les gens que j'aime. Ok, et ça demande du travail, ce côté arbitrage, parce que tu aurais pu mener deux choses assez difficiles de front. Ça t'a demandé du temps? Ça a demandé du temps, c'est comme tout. Après, l'avantage aussi, je veux dire, c'est quand t'es étudiant, ça fait gagner 3 sous, il faut pas le négliger, ça te paye un peu tes études. Okay. T'étais rémunéré pour l'arbitrage? Pour un petit peu, donc c'est toujours ça de prix. Et après, j'ai arrêté à un niveau modeste, parce que je me suis arrêté en Fédéral 2 et j'ai lâché. Là où je vois que, par exemple, Charabas ou mon patron à l'INSERM, Vincent Blasco, lui, ont continué au plus haut niveau. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui ont toujours fait des choses mieux encore, et donc c'est faisable. Peut-être qu'un jour, ils nous raconteront leur expérience. Et du coup, tu étais rémunéré à un jeune âge, puisque première année de médecine, c'est quoi? C'est 18-19 ans. Tu étais déjà sur des niveaux de match de rugby élevés? Non, mais t'es rémunéré au match. Donc, comme t'es rémunéré au match, tu prends 60, 100 euros. Donc, c'est vrai que c'est toujours ça de sympa. Et malgré la première année, t'allais le dimanche arbitrer? Pas tous les dimanches, mais oui. Okay. Et après, t'as besoin d'un peu un bol d'air. Et je veux dire, j'avais toujours travaillé. Les années précédentes, je faisais les saisons à Gruissant, où tu bosses l'été dans les restaurations. Au moins, voilà, ça t'épanouit, ça te fait grandir. Et c'est de l'argent, comme tu l'as gagné, tu sais la valeur que ça en a. Et tu peux t'en faire plaisir sans culpabiliser, parce que c'est pas l'argent des parents ou d'autres choses. Ok. Super. Les parents dans tout ça, est-ce qu'ils font partie de tes sources de motivation pour avoir le concours ou pour briller dans ce que tu fais? Ils ont quelle place dans tous ces choix? Bien sûr, c'est une évidence. Je pense que la chance que j'ai toujours eue, c'est d'avoir des parents qui m'ont toujours donné une zone
de confort, un entourage familial où je savais que quoi qu'il arrive, si j'échouais, je pouvais retrouver de l'amour, de la solidarité et donc me reposer. Donc bien sûr que c'est une base solide sur laquelle tu peux construire. Et après, ils ont fait un rôle d'intendance énorme, à venir me voir à Toulouse, à m'emmener des courses, à m'aider, à me soutenir de ce côté-là. Donc c'est vrai que on leur dit pas assez, mais c'est vrai qu'ils ont une part importante dedans. Je sais qu'ils vont probablement écouter, donc c'est pour ça que je t'ouvre la porte de ce côté-là. Ok, donc la deuxième année de médecine commence. Là, du coup, t'es plus isolé parce que on se fait vite des copains, je suppose, et le rugby reste central. Surtout à Toulouse, parce qu'au final, on a la chance d'avoir une région où tous les mecs qui sont à 1h30, 2h, ou les filles, je veux dire, c'est les villages, c'est Montauban, c'est Pau, c'est le Béarn, c'est tous ces gars-là, c'est Albi. C'est des terres de rugby, et donc au final, tu te rends compte qu'en médecine, ouais, tu reconnais des gens contre qui t'as joué, avec qui t'as joué, et tu partages un maillot. Il y avait une équipe, l'Association des Carabins Toulousains pour le rugby, qui avait été créée en 1987 et qui rayonnait, et donc on s'y file et on a passé des belles années, et ça nous a aidé à tenir. Parce qu'au final, on a des études qui sont très longues. On n'est pas là pour se plaindre, parce que moi, ce que je disais à Narbonne, quand les commerçants me disaient, Quentin, t'es courageux, t'as eu médecine, je disais, c'est toi qui es courageux, tu te lèves à 6h du matin, t'es poissonnier, t'as les mains dans la glace, moi, j'aurais pas chaud l'été, j'aurais pas froid l'hiver, j'aurais pas mal au dos. Donc moi, c'est du plaisir, mais moralement, c'est long, et c'est bien d'avoir des gens qui sont un peu comme nous, des Thomas Richaud, des Thomas Henry, des Paul Poiret, tous mes potes avec qui tu gagnes le week-end, tu joues, tu gagnes, donc c'est sympa. Ça te rappelle un peu les années d'avant. Ouais. Et en plus, comme tu es étudiante, t'as un petit appartement, t'as 3 sous. Et donc, tu fais des beaux voyages. Tu découvres un peu l'Europe. On était parti une fois en Là, tout en ça, Écosse. t'es en train de nous parler de l'ACTR. Ouais, de l'ACTR, pardon. Dès que je me parle médecine, je parle rugby. Je me trompe, excusez-moi. Donc, l'ACTR, tu nous en dis 2 mots. C'est l'équipe de rugby de la fac avec laquelle on a joué, avec laquelle on a été champion au niveau local, on a été champion de France universitaire aussi. On a fait des projets, on avait privatisé Ernest Vallon pour faire un chemin de France médecine. Et donc, ça avait été des bons moments. On était parti en Écosse. On a joué contre l'équipe d'Édimbourg, qu'on a gagné de médecine. Donc, c'était cool. Là, tu dis on, mais tu as quand même un rôle central dans tout ça. Qu'est-ce que tu as eu comme rôle au sein de la CTR? J'avais été président, j'étais capitaine. J'ai fait ce qu'il fallait faire quand il fallait le faire. Et j'ai eu des gens avec moi qui étaient fabuleux, donc c'était top, même des filles. On a passé une association avec un peu moins de licenciés à beaucoup plus. Je pense qu'il y a eu une ferveur, si on en parle à d'autres étudiants autour, et qui se poursuit. Et là, ils ont gagné hier soir le championnat alors qu'on n'y est plus. Donc c'est cool de voir que ça se maintient, et j'espère que ça se maintiendra encore longtemps. Et surtout qu'après, on a eu, mais ça je pense que c'est ma fibre aussi, l'envie de plutôt que ce soit que du rugby dans notre coin, d'en avoir vraiment une action sociale, sociétale, pour poursuivre un peu notre action de carabin, les valeurs qu'on peut avoir aussi bien avec le serment d'Hippocrate ou les valeurs de rugby, d'aider les gens. Et c'est pour ça que dans les crises qui ont suivi, mais on en reviendra peut-être, on a mobilisé du monde pour des actions sympas. Du coup, de la 2e à la 6e année, les études de médecine, l'ACTR, donc l'équipe de rugby avec ce rôle de président et de capitaine, t'es totalement à l'équilibre pendant ces années-là. Tu disais que c'était des études difficiles, avec, quand on est externe, la difficulté de pas trop savoir ce qui va advenir de la suite, ni la spécialité, ni quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression que tu as mis de la continuité entre ta vie d'avant médecine, avant Toulouse, avec la suite par le rugby, et en essayant de mettre ce fil rouge là de camaraderie, etc. Je pense que oui, c'est important. On en reviendra plus tard, peut-être, mais on a peut-être une société des fois où on n'a pas forcément de repères, où on est chamboulé. Il y a eu la crise Covid, il y a eu le confinement, il y a eu plein de choses. Donc je pense que c'est important, et d'autant plus pour nos générations, de savoir qui on est, de se connaître, de savoir ce qu'on veut, de savoir là où on veut aller, et de tisser un peu ce fil rouge et de pas se perdre, parce qu'on a vite fait de se perdre dans de l'image, on a vite fait de se perdre dans des acteurs moments, on a vite fait et même en médecine, on a des études, comme je disais, qui sont très belles, mais qui sont aussi très dures, parce que tu vas avoir 24-25 ans, tu sais pas où tu seras, tu sauras pas quel métier tu vas vraiment exercer, tes copains à côté sont dans la vie active, ils gagnent leur vie, toi tu la gagnes pas. Je veux dire, t'as des déceptions, t'as des coups de cœur, t'as des ruptures, t'as des choses, c'est la vie, tu grandis, donc, et plus tu grandis, plus les victoires sont belles et plus les échecs sont durs. Ok. Et du coup, ces études pour toi, quel rôle elles ont quand tu les envisages avant la première année de médecine? Qu'est-ce que tu te mets en tête comme profession ou comme mission dans ta vie? Bon, moi, je veux dire, à partir du moment où j'ai cette histoire avec mon médecin généraliste, Jean-Claude Lafont, que je remercierai jamais assez, je me dis, tiens, j'ai envie de faire comme lui, et je serai médecin généraliste. Ça veut dire quoi comme lui, en étant médecin généraliste? Je vais être mon médecin généraliste de campagne, suivre les familles, aider du mieux que je peux. Et si on m'appelle le soir à 20h, je serai là. Et si on m'appelle le week-end, je serai là, et être disponible. Et c'est un peu ces médecins à l'ancienne, je veux dire. C'est vrai qu'on a une médecine qui se technicise de plus en plus.
Mais il faut pas oublier, je pense, le plus important, ce contact humain, de toucher les gens, de les écouter, d'être à leur service. Cette ultra spécialisation, des fois nous tend à être des machines, je pense que c'est une erreur, faut pas trop forcément y tomber dedans, il faut être complémentaire. Et après, au final, par le rugby, une fois de plus, je rencontre, quand j'organise les 30 ans de l'équipe de rugby, un mec, Franck Acablette, qui était président avant moi, qui était orthopédiste, et je me dis, putain, ce qu'il fait, c'est stylé, j'ai envie d'être comme lui, j'ai envie d'être orthopédiste. Grâce à lui, je pars en stage en Australie, à Adélaïde, au Women and Children Hospital, où je passe un stage externe là-bas, c'était super. En plus, quelle année? Ça, c'était l'été de ma 4e année. Ok. Donc, je passe l'été là-bas, en plus, je joue au rugby là-bas. Donc, comme j'avais un niveau qui était correct, l'équipe de rugby sur place me paye le logement, me prend avec eux. Donc, c'est sympa parce que tu as le boulot, tu joues au rugby, tu fais ce qui te plaît. Il y avait un week-end qui avait pas de match, c'était l'anniversaire du club et ça tombait le 14 juillet. Donc, les gars me disent, on va faire le tour de tous les bars de la ville et tu payeras rien, mais tu entres à la Marseillaise dans tous les bars. Donc, c'est sympa. Et après, tu avais ce côté, je veux dire, moi, à Narbonne, quand j'étais à Narbonne, il y avait une fois un joueur pro qui était australien. Quand il venait nous parler, on se disait, waouh, c'est le mec australien, il vient pour nous, on a l'impression d'être les plus beaux. Et donc là, le club local m'a dit, est-ce tu peux pas aller parler aux jeunes, leur parler de plaquage, leur parler de choses comme ça. Et t'es le français qui vient leur parler, et c'est génial. Et surtout qu'un adulte, s'il comprend pas ce que tu lui dis, il peut intelligemment pas te le faire comprendre. Un gamin, s'il comprend pas, il te le fait comprendre. Donc c'est là où ça te challenge toi aussi à parler mieux et à t'améliorer. Et après, une dernière rencontre, un soir de match, pareil, avec l'équipe des internes et des chefs. Je joue aussi à l'époque dans les 2 équipes, avec Benjamin Honton, qui était cardio à Pasteur, qui est appelé sur une urgence, sur un infarctus à Pasteur. Je lui demande de le suivre, je le suis et je dis, waouh, ça c'est stylé. Donc à la fin, je me dis, moi dans tous les cas, je veux rester à Toulouse parce que c'est ma ville, parce que c'est proche de Narbonne, parce que c'est où j'ai ma famille, mes amis, l'envie de m'engager pour la société civile. Et je me dis, je serai soit médecin généraliste, soit cardio, soit chirurgien orthopédiste. Et après, au final, ça marche à l'exemple quand même. Tu avais à chaque fois des espèces de modèles, des exemples que tu voulais. Comme au rugby, comme toujours, ça, oui, ça marche à l'exemple, au père spirituel. Et après, comme je suis que j'étais pas très adroit de mes mains, il fallait mieux que je sois peut-être des fois cardiologue et sur la prévention, comme on en parlera, que chirurgien orthopédiste. D'accord. Ok, donc l'externat se déroule. Donc je veux rien oublier parce que je te cache pas que il y a beaucoup de choses. T'as été productif et t'as eu un rôle central dans bien des domaines. On arrive à la 6e année pour le concours. On n'a rien oublié là de ton externat? On n'a rien oublié, sauf qu'en 6e année, au mois de mars, s'il n'y a pas de bêtises, il y a un truc qui nous impacte, qui n'était pas prévu, parce que moi, ma 6e année, ça tombait en 2020. C'est le Covid. Donc, on bosse cette 6e année qui est déjà une année compliquée. Avec ce Covid où, au début, on voit ça en Chine, on se dit, waouh, c'est loin. Et au final, ça se rapproche, le chocolat. Ça arrive derrière la nuque. Ouais, et il y a un concours blanc qu'on réussit pas trop mal. Et au final, le Covid arrive, le confinement, un peu d'affolement. Et il y avait une cellule à Toulouse avec des étudiants qui étaient bénévoles pour aider à la régulation médicale. Il y avait 800 jeunes qui étaient bénévoles. Et on leur dit, courant avril, écoutez, il n'y a pas de Covid à Toulouse, forcément. Restez chez vous. Et nous, comme l'année d'avant, on avait été champion de France, on avait eu un contact avec la mairie de Toulouse, avec l'adjointe au sport. Et je lui dis, voilà, Madame Haribagé, si jamais on lance un appel pour mobiliser 100 étudiants en médecine, 200 étudiants, 500 ou plus, qui sont complètement bénévoles pour faire des actions, pour aider les gens, pour créer du lien social, pour aider, est-ce que ça vous intéresse? Elle me dit, banco, on a le président de l'ordre qui nous appelle, le professeur Roustric. Et là, au final, on lance un appel, la mêlée contre l'isolement, et on a rassemblé 1000 jeunes. C'était énorme, on s'est fait déborder pour différentes missions. Donc la mairie de Toulouse avait donné leur fichier canicule où il y avait plus de 3000 personnes âgées isolées qui étaient référencées, qu'on appelait une à une, savoir si elles allaient bien, si on leur amenait à manger, des médicaments, des plateaux repas, et de ce cas-là, on le faisait. On allait bosser dans les EHPAD publics de la ville de Toulouse où on a remplacé le personnel qui était absent. On a participé aux campagnes de dépistage et de vaccination pour le Covid. Donc, on a mené là aussi tout notre projet. On avait créé une application Solidarity Now pour coordonner un peu toutes ces missions. Et là aussi, ça nous a valu d'être élus Toulousain de l'année avec mon copain Antoine Nogueiro et après prodige de la République par Marlène Schiappa, cette fois-ci au ministère de l'Intérieur. Donc à chaque fois, c'est des beaux projets, ça nous monte en puissance. Et ça, on l'a fait quelques années. Et en plein de ça, c'est le parallèle où pendant qu'on fait ça, qu'on se fait plaisir en se rendant vraiment utile, il y a cette crise. Parce que quand il y a cette crise, au début, on ne sait pas ce que c'est. Et moi, je voulais pas me dire, tiens, la bataille passe, t'es absent. Une fois de plus, faut surtout ne pas être passif. Pas être passif, pas être spectateur. Donc on entre en action. Et après, il y a ce concours au final qu'on réussit pas trop mal. Tu passes le concours, mais en même temps, tu mènes cette action. Ouais, c'est ça. Ok, c'est solide quand même parce que ça demande du travail, le concours de l'internat. Il y a moyen de se disperser ou de perdre un peu d'énergie. Toi, tu le vois pas comme ça? Il y a une part. Je perds 600 places entre le concours blanc et le concours normal. Mais après, je pense aussi trouver du sens, comme on le disait tout à l'heure, le fil rouge, être utile. Parce que quand depuis l'été, depuis le 1er juillet d'avant, tu te mets à bosser seul, tu dis, je bosse de la théorie, mais je sers à rien. Et là, d'un coup, t'es utile, tu vas aider à gauche, à droite, c'est des bouffées d'oxygène. Et moi, je pense que tout le temps qu'on passe à faire des rencontres, à parler avec les gens,
au lieu de perdre du temps, on gagne du temps parce qu'on s'enrichit, on parle avec leur expérience. Quand il y a la mamie, que tu tiens la main et que tu parles avec elle, voilà, ça te fait grandir et tu sais pourquoi tu es là. Du coup, cette action, elle est toujours d'actualité, ça a été poursuivi. Cette action, le problème qu'il y a, c'est que le Covid, le problème, tant mieux. Au final, la crise Covid est passée, donc tant mieux, on peut s'en féliciter. Et comme on s'ennuyait un peu dans notre coin, on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire? Et c'est vrai que moi, dans mon métier en tant que cardiologue, on a progressé énormément sur le soin dur et c'est génial, mais c'est vrai qu'on se rend compte que la prévention est pas assez mise en avant en France, que chaque année, c'est 50 000 morts subites, 90% qui sont liés à des problèmes cardiaques. Et la Fédé de cardiologie estime que 80% serait évitable si on contrôlait les facteurs de risque cardiovasculaire, l'hypertension, le diabète, le cholestérol. Ça, c'était le constat 1. Le constat 2, c'est que malheureusement, chaque année en France, quand il y a un arrêt cardiaque, la chance de survie extra-hospitalier, c'est 5%. Et que la prévention, c'est le poste le plus faible du budget de l'ONDAM. Donc on s'est dit, tiens, on va faire une action pour parler de prévention, aussi bien en alliant toute l'histoire, en disant, voilà, faites gaffe tout au long de votre vie à ce que vous mangez, à votre diabète, faire du dépistage, vous prendre en charge, que faire un massage cardiaque. Et donc, on a lancé le Secours Tour l'an dernier. C'est un bus qui a fait 20 dates en Occitanie. On a formé 1500 personnes quasiment. Et là, on l'a développé. On fait Occitanie-Nouvelle-Aquitaine. On fait 40 étapes et on espère dépister, sauver et former 3000 personnes. Et on est en train de le développer déjà en PACA et également en Aura et plus ou moins Corse avant d'être en 2026 sur un tour national. C'est ce qu'on a vu avec le ministère de la Santé. Donc là aussi, c'est stimulant. Là aussi, c'est une continuité avec mon métier et c'est des rencontres. C'est très sympa. Et d'ailleurs, s'il y a des médecins un peu tous les CHU qui nous écoutent, que ça intéresse, qui n'hésitent pas à nous contacter, et même des gens qui sont pas forcément médecins, mais qui ont qui veulent être acteurs, qui veulent nous aider, on est à leur entière dispo, ils peuvent me contacter sans souci. Ok, on va préciser tout ça parce que tu as parlé de ta profession, donc tu passes le concours et tu choisis la cardiologie en restant à Toulouse, qui était cher finalement. En arrivant de Narbonne, ça devient ville de cœur. Comment ça se passe le début de l'internat ? Le début de l'internat. Est-ce que tu t'y retrouves dans cette spécialité, dans cette profession ? Le début de l'internat, c'est, comme je pense à chaque nouveauté, c'est dur. C'est un nouveau monde. On passe de pas beaucoup de responsabilités à un peu plus. Moi, je suis en stage en médecine vasculaire. J'apprends énormément grâce à mes chefs de clinique, grâce à mes internes. Et là aussi, tu t'identifies au pairs, à tes patrons, à tes chefs. Tu as envie d'être comme certains. Et dans tout le monde, il faut prendre ce que les gens vont apporter. Donc, tu te formes avec ça. Tu fais après un stage en cardio 61-62 qui est un gros stage qui est très formateur, du moins chez nous à Toulouse, donc c'est sympa. Et surtout en T'as rayonné autour en Midi-Pyrénées au niveau des autres villes que Toulouse, ou t'as pu rester à Toulouse ? En fait, moi, quand je passe le concours, c'est 2020. Et dans ma tête, comme j'avais un petit peu la politique aussi en parallèle, il y avait, je m'étais dit, tiens, l'étape après où j'ai envie de me challenger, c'est en 2022, c'est législative. Donc, je me suis dit, plutôt que d'être comme ça en disant, voilà, je suis jeune, je suis beau, votez pour moi, je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire ? Donc, j'ai mis tes idées par écrit. Donc, j'ai écrit un bouquin. L'humain au cœur. J'ai écrit mon micro-parti aussi pour me financer l'aventure dans cette optique de 2022. Donc, j'ai écrit ça aussi cet été, ces années-là, en parallèle du début de l'internat. Et après, mes 2 autres stages, je les fais à Carcassonne. Parce que Carcassonne dépend de Toulouse. C'est proche de Narbonne. Et ça me permet de pouvoir faire les 2 en parallèle. Et mes envies d'aider la société pour pas être égoïste. Tu peux être cardiologue dans ton coin, prendre ton beau salaire, c'est déjà très bien. Et moi, je me dis, tiens, si c'est ça ma vie, à la fin, j'avais pas envie d'être un peu comme le film La liste de Schindler et me dire, je suis passé à côté de choses. J'aurais pu m'engager plus. Et donc, je tente le coup où je fais 10% dans une aventure sympa. Côté Narbonne. Côté Narbonne. Ok. Le livre, tu nous en... On prépare l'épisode, mais là, pour le coup, j'étais pas au courant. C'est quoi ce livre ? Tu m'en dis 2 mots ? Oui, bien sûr. C'est l'été après les ECN. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de dire qui je suis, de dire en quoi je crois et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Parce que je veux dire, juste prendre pour moi une carte dans un parti politique, au final, je trouve ça un peu décevant parce que tu votes pour un numéro, tu sais pas pour qui tu votes. Moi, j'ai dit les gens pour pas qu'ils soient déçus, d'y quitter. Et au moins, si tu t'arrives à le mettre par écrit, tu sauras toi aussi quitter. Parce que c'est pas facile. Je veux dire, c'est pas facile. Alors aujourd'hui, on parle de tweets, on parle de machin. T'as pas le temps de faire la réflexion. Donc je me suis posé. Et quand t'es seul au début sur une feuille blanche, je dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter ? Qui je suis ? Quelle légitimité ? Et après, tu te laisses prendre. Voilà, et tu dis, moi, pour améliorer le monde dans lequel je vis, j'aimerais faire ça, j'aimerais porter ça, j'aimerais porter le combat. Et tu l'écris, et tu essaies de trouver un éditeur, tu te fais corriger par un ancien prof de français les fautes. C'est une aventure. Donc c'était sympa. Et après, j'ai eu la chance d'en vendre quelques-uns, et ça m'a permis un peu de financer aussi un petit peu la campagne derrière. Et je l'ai toujours, je pourrais t'en passer. Mais voilà, c'était 150 pages pour dire voilà qui j'étais, qu'est-ce que je voulais faire, du moins à 25 ans. Après, une pensée, ça évolue, la société évolue. Mais j'en suis pas mal fier aussi, oui, il faut le dire. Formidable. Là, on commence quand même à voir que tu as un immense bagage derrière toi de missions lancées et abouties.
comment est-ce que tu te définis et comment est-ce que tu nous expliques avoir toutes ces idées, d'une part, mais surtout les concrétiser en fait. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. Les idées, tout le monde ne les a pas déjà, donc on peut commencer par ça si tu veux. Est-ce que tu sais pourquoi tu as tant de suite dans les idées? Comme j'ai dit, c'est en mangeant que l'appétit vient. Plus on fait, plus on valide. Et après, je pense que ce qui est important, on m'a dit, il faut faire les choses, bien les faire, et après faire savoir qu'on les a bien fait. Et je pense qu'à chaque étape que tu valides, tu fais des rencontres, et les gens se disent, tiens, oui, là, quand Quentin il a fait un truc, c'est sympa pour le collectif. Il se tire pas la couette, c'est pas un truc à magouille à la fin, mais c'est un truc qui est propre, ou dans lequel on s'épanouit. Chacun en retire ce qu'il a envie, et c'est comme ça qu'on avance petit à petit. Avec un altruisme central. Un altruisme, discuter avec les gens, échanger, comme on dit, plus tu fais de rencontres, plus tu découvres la société, parce qu'on a un métier au final où tu as vite fait d'être dans un tunnel et où tu vois que des gens qui sont comme toi, qui te ressemblent, et au final où oui, il faut pas avoir peur des mots, mais tu es avec une élite entre guillemets, parce que financièrement tu as des beaux métiers et autres, mais tu te rends pas compte du monde qui vit autour de toi, tu te rends pas compte de ça, et c'est là où le sport, l'engagement associatif, l'engagement civil, l'engagement politique, ben, tu fais rayonner. Et après, je sais que moi, ce que je dis souvent, mais mon métier, je trouve que il y a une grosse part, 80% dans médecine, dans le médical, c'est du social. Les gens, ils viennent nous voir parce qu'ils ont besoin d'être touchés, ils ont besoin d'être rassurés. Si ça va pas dans leur vie, c'est parce qu'ils ont perdu leur couple, ils sont fait licencier et ils ont plus personne qui les écoute. Il y a plus le curé, il y a plus tout ça. Est-ce que tu penses qu'il y a un biais de sélection, c'est-à-dire qu'on est sélectionné sur un concours qui évalue tout, sauf cette faculté à écouter et à être proche des patients? Moi, je pense que c'est possible. Moi, je dis souvent que si demain si je pouvais impacter le mode de sélection des étudiants en médecine, je pense que oui, l'été avant la première année, il faudrait faire 2 mois en EHPAD, à torcher des culs, à être au plus proche de la souffrance, à écouter les gens. Parce que la médecine, il y avait un ancien doyen qui le disait très bien, mais c'est écouter toujours, soigner parfois et guérir rarement. Le plus important, c'est toucher, écouter, sentir. Et je pense que des fois, on pense médecine, on pense série américaine, mais ce qu'on vit, et tu le sais aussi, souvent c'est très loin d'une série américaine. Ouais, c'est un petit peu éloigné. Ouais. Mais c'est vrai que moi je pense souvent au mode de sélection, ou pas forcément au mode, mais à la motivation initialement. Côté lycéen, ben on va au concours sans forcément avoir les bonnes informations en tête, ou en imaginant des choses peut-être à travers des médias en effet qui nous font faire peut-être mauvais chemin. Ok, donc ça c'est les idées. Et après, concrétiser, tu vas sans doute me dire que ça passe par les rencontres, encore une fois, mais avoir les idées, ok, très bien, mais derrière il faut y aller, il faut soit prendre le téléphone, soit passer l'étape administrative notamment, que sais-je, il y a beaucoup d'embûches. Toi, c'est quelque chose que tu fais avec plaisir, voire qui te challenge en fait? C'est exact, et après, je pense qu'il faut, dans la vie, il faut pas avoir de regrets. On peut avoir des remords. Un remords, c'est quand tu as fait trop de choses, mais tu n'as pas le droit d'avoir de regrets, de dire j'aurais dû le tenter. Et ça, moi, je refuserais si demain ça m'arrive. La vie, elle est trop courte, on ne sait pas, parce que demain, je peux faire moi aussi une mort subite, parce qu'il peut y avoir un drame, ou peut-être qu'il peut y avoir quelque chose de joyeux, que je peux avoir des enfants avec ma conjointe et autres, et plus avoir forcément le temps, ou autant de temps que je souhaiterais. Donc là, actuellement, tant que j'avais du temps pour les autres, je me suis dit, fais-le. Donne, file-toi, et essaye de faire que le monde autour de toi soit meilleur. Parce que il y a plein de choses qui se passent. Et en médecine, on a un métier où on fait, nous, tout particulièrement en cardio, on fait beaucoup d'heures, et c'est très bien. Et les gens ont besoin, on rend service, et c'est épanouissant. Même je le vois quand je fais des remplacements de plus en plus à Narbonne. Tu vois que tu rends service à des gens, et ça, c'est top. Mais des fois, tu te dis, à côté de nous, il y a plein de choses qui se passent, et si on n'est pas acteur de ça aussi, moi ça me va pas, du moins. Je pense qu'il faut arrêter de croire. Je suis pas forcément pour le professionnalisme de tout. Par exemple, je pense pas qu'il faut des hommes politiques professionnels qui ne fassent que ça et qui ne savent faire que ça. Et je pense que si nous, de par notre expérience, on n'a pas envie de se battre, des fois, c'est dommage. Ok, très intéressant. Le rugby, au cours de l'internat, tu as eu une activité sportive et ou une activité administrative de ce côté-là, côté équipe de rugby des internes? Côté équipe de rugby des internes, j'ai joué quand j'étais externe. Après, quand j'étais interne, là, j'avais plus forcément le temps. Ouais. J'ai arbitré un petit peu. J'ai arrêté cette année. Après, là, je sais qu'il y a un projet sympathique où j'ai envie de m'investir pour
pour mon sport, pour ma fédération, pour la Ligue Occitanie de rugby, pour la Fédération française de rugby. Je sais qu'on est une génération, nous, quand on jouait, dès qu'on avait 15 ans, on nous parlait beaucoup des commotions cérébrales. C'était un sujet un peu à la mode. C'était pas connu. Et au final, là, on a bien progressé. On se rend compte que quand il y a un mec qui a fait un KO, il faut le sortir du terrain et laisser se reposer, c'est bien. Mais c'est vrai qu'il y a toujours de nombreuses morts subites sur des terrains. Et c'est un drame, c'est la petite sœur, c'est le frère, c'est l'ami, c'est le proche. Et là, à l'inverse, quand il y a une mort subite, que ce soit un commotion cordis ou autre, le facteur déclenchant, mais faut pas être spectateur, faut être acteur, il faut faire les bons gestes, faut appeler le 15, et tu le sais de par ta profession aussi. Et donc moi, si je m'engage, c'est aussi pour porter ce challenge-là, ce challenge de la prévention, pour qu'on puisse faire notre sport avec un petit peu moins de décès. Et c'est aussi, je pense, dans mon sport, en rugby, on est une génération où on nous a fait miroiter qu'on serait tous pros, qu'on serait tous internationaux. Actuellement, c'est génial, il y a des Dupont et tout, hyper, c'est parfait, mais il y a beaucoup plus de gars qui seront pas Antoine Dupont que de gars qui seront Antoine Dupont. Et je pense que des fois, pour peut-être les futurs parents de gamins, leur dire, voilà, ton fils, il sera peut-être pas international de rugby, mais grâce au rugby, ce sera un bonhomme. Il aura un réseau médical, il sera médecin, il sera ingénieur INSA, il sera chef d'entreprise, il fera ce qu'il aura envie, mais il aura été bien construit et il pourra rayonner autour de lui. Et en bonne santé aussi. Et en bonne santé. Et donc, je pense que c'est aussi, des fois, ces profils-là à mettre en avant dans notre sport. Ben, on retourne du coup sur le secours Tours. Avec plaisir. Comment ça part? L'idée part d'où et pourquoi? Le secours Tours, déjà il y a mon métier, donc c'est vrai que c'est une continuité avec mon métier, cette prévention, je pense, qui est délaissée et qui est très importante au contraire quand on voit dans les pays anglo-saxons. Donc la prévention en cardiologie, elle est centrale et c'est vrai que c'est, comme tu le disais tout à l'heure, c'est le parent pauvre, très peu d'argent mis sur la prévention, beaucoup d'argent mis sur réparer. Alors qu'on le voit, si on prend le système à l'envers avec par exemple les pays anglo-saxons qui avaient des fois moins d'argent, donc qui ont développé la prévention parce qu'à la fin ça leur coûte moins cher. Donc c'est positif, mais après on peut se dire que oui, demain t'es ministre de la Santé, si t'as un budget, il faut mieux le mettre dans le soin dur parce que ça se voit de suite, alors que la prévention se verra dans 20 ans, il ne sera plus dans 20 ans, et c'est dommage, et c'est pour ça des fois qu'il faut aussi faire changer ces règles-là. Donc oui, il y a ce constat-là, oui, il y a ma profession, il y a une histoire familiale. J'avais mon grand-père paternel qui est né en 1936, Narbonne est champion de France. Et en 79, donc il a 43 ans, il est avec mon père à la finale, Narbonne a le deuxième et dernier titre de champion de France, et il fait une mort subite dans les gradins. Donc ça sensibilise. Et après, un soir avec un copain, vraiment le déclic, c'est qu'on va rentrer de Bring, on a fait le massage cardiaque sur quelqu'un qu'on a pu le SAMU de moins récupérer, et après il s'en est tiré. Donc on s'est dit, les gens dans le bar, regardaient, savaient pas quoi faire, donc il faut qu'on aille les aider. Donc on s'est dit, tiens, il y a cette prévention à porter tant sur les facteurs de risque que le message de politique de prévention, de former les gens aux gestes de premier secours. Et on a dit, on va lancer cette aventure. On a eu la chance d'avoir notamment, souvent dans notre passé, le groupe H2R La Mondiale qui nous avait aidé avec le rugby, également le groupe La Dépêche du Midi. Donc on leur a discuté du projet, ils nous ont dit on achète, on y va, on fonce, bingo. Donc on a rassemblé les acteurs et là on voit qu'on prend en puissance. En principe, il y a le ministère de la Santé qui va venir nous voir sur une des étapes cet été. Voilà, donc l'an dernier... En fait, ça prend la forme d'un bus. Très simple, un bus, des étudiants en santé dedans, qui sillonnent les déserts médicaux. Parce qu'au final, on se rend compte que oui, à Toulouse, les gens, ils ont accès aux soins, mais quand on va au fin fond de l'Ariège ou ailleurs, c'est pas le cas. Et au final, ces citoyens-là, ils payent tout autant d'impôts que les autres, donc ils ont tout autant droit à la santé. Donc on prend un bus, on va les voir sur une journée, on prend, grâce à des cardiochèques, une goutte de sang pour avoir un bilan lipidique complet, savoir la dyslipidémie, l'identifier. Il y a une prise... C'est pas du vent, c'est du travail. C'est également prendre une glycémie à jeun, c'est également prendre une prise de tension, discuter du tabac, surpoids et obésité. Au moins, tu as couvert les 5 facteurs de risque principaux que tu connais. Là, on est en train de monter une étude pour référencer ça et voir en prévention primaire, secondaire, si on a nos objectifs ou pas. Donc, c'est très intéressant, notamment avec l'IHU de Bordeaux et le professeur Sacher. Et après, en parallèle, leur montrer, si ça ne suffit pas, les gestes de premier secours, comment les faire. Donc, l'an dernier, c'est 1453 personnes qui ont participé en prévention. Donc ça faisait plus de 70 personnes par étape, donc c'est beau. Un questionnaire de satisfaction où on voit que les gens étaient plutôt contents de l'information qu'on leur a donnée, et surtout on avait demandé est-ce qu'ils avaient appris des choses en termes de prévention cardiaque. La réponse était oui dans quasiment 90% des cas. Est-ce qu'ils s'étaient prêts à changer au moins un facteur de risque cardiovasculaire? Oui, à 70% des cas. Et est-ce qu'ils étaient prêts à faire un peu une réunion type miroir pour en parler à leurs proches? Et ça, c'est le plus important. Et là, c'était à plus de 50 et quelques pourcents. D'accord. Et pareil pour les gestes de premier secours, où là, on était un petit peu moins en chiffres, mais c'était intéressant. Donc, une réelle efficacité avec du concret, quoi. Du concret, parce que c'est vrai que voilà, le but, c'est que les gens aient la santé accessible là où ils sont. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens,
qui ne se sentent pas concernés. Et je veux dire, je comprends quelqu'un qui a 40 ans, qui est en pleine vie professionnelle, qui est actif, qui a des enfants, il n'a pas de temps pour lui. C'est souvent secondaire, ouais. C'est souvent secondaire. Et là, le but, c'est de lui faire prendre conscience. Et je veux dire, si on met une petite graine, et après, ce qui était bien, c'est que grâce à notre partenariat avec La Dépêche, il y avait un article pour annoncer notre revenu, un article pour partir. Au moins, ça faisait un peu des soft power. Ouais. Sinon, la presse, on dit, c'est important. Tu dis, tiens, je vais peut-être aller voir un messageriste pour dire, au fait, moi, je sais pas, mon LDL cholestérol. Et tu parles, tu as cette culture, et tu réexpliques un message, tu prends du temps, et ça permet de sortir les étudiants du 100% CHU pour aller voir du terrain, comprendre les gens, voir leurs réelles problématiques dans les arts médicaux et tout ça. Je partagerai sur les réseaux du coup les dates de la tournée. Ouais, avec plaisir. Cet été, tu connais un petit peu les régions ciblées? La première date a eu lieu, c'est le 4 mai. On était à Bordeaux. Et il y a le maire de Bordeaux qui était venu. Là, le bus tourne en mai-juin, surtout en Nouvelle-Aquitaine. Nous, on a 2-3 dates en juin. Et après, on sillonne, oui, jusqu'à début septembre en Occitanie. Et là, j'ai vu qu'il y avait j'ai le syndicat des urgentistes en formation qui m'a contacté pour essayer de participer aussi. Et c'est vrai que moi, j'ai envie de développer ce couple un peu cardiologue-urgentiste. On bosse souvent ensemble et c'est bien quand on est interne d'apprendre à se connaître et à bosser ensemble. Ok, super. Il y a combien de personnes dans le bus? Vous avez monté un petit cabinet à l'intérieur en fait? Il y a 10 personnes. 10 personnes. Dans le bus. Après, Keolis, notre partenaire, a aménagé le bus à l'intérieur. Et après, c'est vrai que l'été, c'est plus sympa. Souvent, on sort, on met des stands. Et au moins, ça permet aussi la confidentialité. Que les gens ne soient pas amassés dans un bus, c'est plus sympa. Okay. Et ça marche bien. Les jeunes sont motivés. Et la prévention, quand on te l'apprend, si on te dit le LDL cholestérol 0,70, 0,55, machin, quand tu es étudiant, ouais, ça reste des lignes. Ça fascine pas grand monde. Ouais. Si on t'explique que tu peux avoir un impact, que l'hypertension artérielle, c'est la pathologie chronique la plus fréquente en France, un adulte sur 3 l'est, tu sais que si tu as tes parents et un oncle, il y en a un sur les 3 qui est hypertendu. Et que si tu lui découvres son hypertension artérielle et que tu la traites, tu peux lui réduire son risque de faire une insuffisance cardiaque de 60%, de faire un AVC de 40%, d'un infarctus de 30%, de démence, de dialyse. Donc, les étudiants, là, quand je leur parle, du moins, ils sentent ça ludique, pédagogique, et au moins, ça passe mieux le message, ils en parlent autour d'eux, et ça crée un réel dynamisme. Super, incroyable. Et si des fois, tu as des partenaires dans la communication ou autre qui veulent nous aider, on prend. Ben, écoute, ça passe déjà par cet épisode de podcast. Ok, l'internat se déroule bien. Quelle est la place de la médecine dans ta vie actuellement? C'est le plus important. Ouais. Ça va être mon métier demain, et c'est plus qu'un métier, comme je dis, c'est un sacerdoce, c'est un engagement. Je fais ma thèse le 6 septembre. Donc ça, c'est sympa. Après, une année docteur junior et après des opportunités et on verra. Tu imagines ça comment quelle médecine tu veux exercer, même si je pense qu'on a compris ton angle d'attaque de ce côté-là? Pour moi, la prévention, vraiment, c'est quelque chose qui me plaît, dans lequel je m'épanouis. Je sais que la Fédération française de cardiologie m'a demandé là d'aller faire une interview avec M6 pour eux, pour parler de ces thématiques, de parler en congrès sur ça m'intéresse, essayer de faire bouger les lignes, ça m'intéresse. Et après, je verrai entre Toulouse et Narbonne. De toute façon, ma vie, elle est entre ces deux pôles et je m'investirai toujours pour faire réussir ça, pour d'arriver des gens et aussi dire à tous ces étudiants, mais engagez-vous. On a des études qui sont longues, mais au final, des fois, par moment, on a un peu de temps. Plutôt que de tourner en rond, faites la bringue, il faut le faire. Mais faites d'autres choses. Et voilà, soyez acteur de quel médecin vous voulez être, quelle femme ou quel homme vous voulez être, quelle société vous voulez, et un peu tout ça. Dans le genre concret, tu as aussi fait quelque chose de très très concret en partant en Europe de l'Est? Oui, c'est... Il y a eu une autre crise qui nous a un peu traversé, c'est la guerre en Ukraine. Et je dirais, pour moi, c'était quelque chose de très lointain, au final. Même si en parallèle, j'étais réserviste à la Légion étrangère à Castelnaudary. Et là, c'est vrai que être réserviste, pour moi, pour mon pays, c'est des notions qui me parlent. C'est un peu le rugby, se rendre au maillot, ce qu'il t'a donné, tout ça. Ça me parle. Mon petit frère qui va dans les paras. Donc, c'est vrai que c'est des valeurs qui me touchent. Et ce conflit existe. Et à Narbonne, il y a une super association qui s'est montée, Narbonne-Ukraine, qui essayait d'aider pour envoyer du matos en Ukraine. Et il y avait des chefs d'entreprise locaux qui m'ont dit, Quentin, est-ce que toi, tu pourrais pas, par l'hôpital, nous avoir du matériel? Et j'ai dit, mais moi, en interne, j'ai zéro pouvoir. Je peux pas avoir un crayon, je peux pas avoir du matériel. Tu t'es dit ça? Non, oui, impossible. Je me suis dit ça. Donc, par contre, sur un coup de tête, je dis, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre 15 jours de congé d'hiver que j'ai et partir. Okay. Et donc, on a dit, OK, j'en ai pas parlé à mes parents pour pas les inquiéter. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était quand il y avait le conflit, c'était Kherson. C'était à l'époque où ça chauffait de Kherson. Et donc, avant que Kherson tombe, l'hôpital le plus proche, c'était Mykolaiv. Mykolaiv, avant la guerre, c'est une ville qui était un peu comme Toulouse en termes de superficie. Et donc, on me dit, tu vas aller à l'hôpital là-bas, dans le service de réanimation et tout. Et quelle région de l'Ukraine à peu près? C'est au sud. Tu as Odessa, c'est au haut de la mer. Donc je pars là-bas. Et déjà, pour partir là-bas, c'est tout un périple. Moi, je sais que l'association Narbonne-Ukraine, qui a emmené le matériel un mois avant moi, au final, je crois que c'est le Quai d'Orsay qui leur dit, vous n'avez pas le droit des Français de rentrer trop en Ukraine, parce que ça craignait un peu, mais laissez le matériel en Pologne et les Ukrainiens viennent le chercher sur place.
Moi, les Ukrainiens me demandent un CV médical, ce qui est normal, savoir si j'ai eu 2-3 notions un peu de loin militaires pour au cas où, voilà. Ces zones qui sont pas forcément les zones les plus accueillantes au monde. Donc, par mon CV, par mes engagements, j'ai ces opportunités-là, je valide. Donc, c'est d'abord prendre un avion pour faire Toulouse-Rome. Là, c'était très sympa. Je me suis dit, je pourrais rester, mais c'était pas ce que je voulais faire. Et après, tu fais Rome et t'arrives à Chisinau, si j'ai pas de bêtises, l'aéroport à côté en Moldavie, et tu dois traverser la frontière en bus. Déjà là, t'es avec des mecs qui sont slaves, donc ils parlent pas français, qui parlent anglais aussi mal que moi. T'es seul là ? T'es seul. Côté français ? T'es seul. Ah ouais ? La France n'est pas engagée, donc oui, t'es seul, tu fais ça parce que t'as envie. Je crois que les ONG, c'est compliqué aussi pour être sur place. Avant de partir, t'en parles, pas à tes parents, mais côté copains et tout, tu cherches à motiver quelqu'un ou non. Projet personnel Projet personnel, d'aller chercher, de savoir qui je suis, d'être un révélateur, d'être utile. J'en parle pas parce que j'ai pas envie d'inquiéter les copains et autres. Je leur envoie un message, on prend une bière 3 jours avant à Toulouse, et c'est vrai que plus les jours passent, plus tu te dis que ça va être compliqué. Et quand tu arrives là-bas, que tu dois passer la frontière entre la Moldavie et l'Ukraine, c'est vrai que tu pars avec un bus de nuit, donc tu t'assoupis. Et quand tu arrives à la frontière, par contre, là, c'est pas l'espace Schengen. Donc là, c'est projecteur sur le bus, c'est le bus qui s'arrête, c'est 2 mecs à la frontière qui rentrent avec la Kalachnikov dans le bus. C'est les profils, ils ont tous des passeports bleus et des têtes, c'est soit des femmes, soit des vieux. Toi, t'es un jeune en treillis de 20 piges, donc on te fait descendre, on demande de vider ton sac comme ça, même le sol. On te fout en calbute alors qu'il fait froid la nuit et qu'il est tôt. Donc tu te dis, l'histoire elle peut s'arrêter là. L'histoire elle peut s'arrêter là. Ici, l'histoire elle s'arrête là, c'est pas rigolo. T'arrives à Odessa, et là, Odessa, ce qui est énorme, c'est que pour aller jusqu'à Mykolaiv, t'as un Blablacar. Et donc tu prends un Blablacar pour aller jusqu'à Odessa, et là, plus t'approches du front, plus tu vois les carcasses. Comment tu le trouves ton Blablacar ? Excuse-moi de m'arrêter sur ça. C'est les gars qui m'attendaient sur place, les médecins sur place qui me l'avaient pris. Ok. Et donc le Blablacar, malgré la crise locale, fonctionnait. C'est des contrastes qui sont assez... c'est dramatique, mais c'est drôle, entre guillemets. Et plus tu arrives proche de la ville, plus tu vois, c'est véhicules en épave, c'est fenêtres éventrées, c'est bâtiments détruits, c'est checkpoint, c'est croix anti-char, c'est mecs en calage. Tu rentres dans le conflit. Et tu dis là, c'est pas rigolo. Tu arrives le lundi à l'hôpital, t'as pas forcément trop dormi, on te fait faire le tour un peu du service, on t'explique dans l'hôpital, grosso modo, il y a 8 hôpitaux de la ville, et après il y a un hôpital régional, que dans l'hôpital de la ville où les cardiologues, il n'y en a plus, ils sont partis, donc tu vas faire ton métier de cardiologue, tu vas faire des échographies, autant pré-op, autant pour aider, parce qu'il y a toujours la mamie, même s'il y a la guerre, qui fait sa décompensation cardiaque, il y a toujours ces pathologies, donc il faut traiter aussi tout ça. À 80% tu fais ça, à 10-15% tu vas faire un peu aide en réam, aide des KT, des VC, des choses que tu sais faire toi aussi par ton métier, et des fois quand il y avait des afflux, tu faisais un peu aide au bloc, tu essayé d'aider comme tu pouvais. Et tu arrives le lundi, et là, vers 17h, t'es au bloc, tu fais ce que t'as à faire. Et là, t'entends des alarmes. Et là, tu dis, c'est pas rigolo. Et tu vois personne qui bouge. Les mecs qui continuent à faire le boulot parce que les patients, tu peux pas les laisser. Donc, tu continues en sachant que le mec te fait visiter, que l'hôpital avant, t'es fait déjà toucher à plusieurs reprises. Et c'est vrai que c'est très intimidant. Mais t'es pris par la blouse, t'es pris par l'atmosphère. Tu dors dans l'hôpital. Au moins, t'es le plus actif possible. Tu parles avec les gars. Ils te disent, ça fait 9 mois que la guerre a commencé. On n'a pas vu d'étrangers. Donc, ça me fait plaisir de voir un étranger. Mais toi, au final, en France, qu'est-ce que tu fais quand tu as fini le boulot ? Parce que eux, comme il y a la guerre, ils font plus grand-chose. Donc, tu leur parles de ta vie. Tu parles de toi, tu parles de ta copine. Moi, j'ai mon chef qui me disait, écoute, moi, ça fait 9 mois que j'ai ma fille de 6 ans qui est partie au Canada vivre, que j'ai pas trop de nouvelles, que des fois, il me montre son appartement au 5e étage dans l'ascenseur où il dort dans le lit de sa fille avec les jouets de sa fille. Et là, en termes d'émotion, tu prends des claques. Et quand tu vois un peu sa baraque, son appart, son truc, et que tu vois toi ce que tu as en interne, ton salaire 1500 balles, tu te dis mais quitter pour mériter ça quand il y a des mecs qui sont dans la galère comme ça. Donc ça t'interroge dans ce côté un peu philosophique, tu grandis et tu prends, t'emmagasines, tu vois des histoires de vie. Il y avait un jeune chirurgien qui dessinait vachement bien, qui me fait un dessin, il me fait un croquis de moi sympa, et j'utilise bien, il me dit oui normal, il me dit mon père est prof de dessin à Moscou, et il me dit depuis qu'il y a eu la guerre, par contre la famille est scindée en deux, on se parle plus. Donc tu vois que ça fait un peu guerre civile, ça a été pendant longtemps ensemble, ils t'expliquent les complexités de leur pays. Il y a des moments où t'es gêné, je veux dire, ils me disent oui la France c'est beau, De Gaulle, Napoléon, les artistes, tout ça, et à un moment donné on te pose la question, on te dit et toi qu'est-ce que tu connais de l'Ukraine? Et là j'ai mis un grand blanc et je me suis trouvé bête, et je me dis j'aurais dû le bosser pour pas blesser les gens, m'intéresser à eux et autres. Donc c'est vrai que et en partant tu vas faire 3 courses, ça te coûte rien en équivalent euro, et t'invites, tu fais un pot de départ et c'est sympa, et tu repars et t'arrives à Odessa, et là t'as passé 15 jours quasiment sur la ligne de front, ou pas loin, du moins c'était à une trentaine de kilomètres, et là t'arrives à Odessa, et là t'as les bars qui tournent, t'as les restaurants, t'as du bruit dans la rue, tu comprends pas ce que c'est, mais en fait c'est comment t'appelles ça, les générateurs électriques qui sont dans la rue pour faire tourner la ville. Donc c'est vrai que ces contrastes ça frappe. Et par contre quand tu rentres et que t'attends l'aéroport pour rentrer à Toulouse,
Là, tu as l'adrénaline qui retombe, là, tu réalises, là, tu vois les. Tu prends le recul sur tu passes le geste que tu viens de faire. Ouais. Tu dis que c'est pas drôle et tu dis que t'es égoïste, mais toi, au final, ta guerre, elle a duré 15 jours. Bon, côté égoïsme, je pense que t'es pas numéro 1 là, quand même. Avec cette action-là, Non, c'est très beau. Bravo. C'est comme ça. Bah, c'est très beau. T'as eu peur? Tu t'es dit... Oui, t'as eu peur. Tu te dis qu'il faut rentrer à un moment donné ou... De toute façon, tu y es, ça passe 15 jours, tu sais que, mais bon, t'es content quand les jours passent. T'es content quand les jours passent et c'est là où... Tu dormais où sur place? À l'hôpital. Ouais. J'avais une piole d'impatient et au moins t'es vraiment sur place. Et c'est là aussi où tu vois la médecine qu'on a en France, tu vois la médecine sur place. Toi, des fois, t'as des patients, ils pleurnichent parce que tu les mets dans une chambre double. Là, tu rentrais, t'avais des chambres où il y avait 8 patients. Ouais. 8 patients, celui qui tousse, t'avais tout. Tu voulais faire une échographie à un malade, il n'arrivait pas à se tourner, t'avais le voisin de chambre qui le tournait. Les gens, je veux dire, qui arrivaient au bloc avec leurs t-shirts, leurs trucs. Plutôt que d'avoir les draps stériles que nous on prend, qu'on jette de partout, là, c'est des draps qui sont relavés, qui sont restérilisés. Tu vois aux aiguilles. Après, c'est des conditions de guerre, forcément. Et t'as des moments rigolos. Ce qui est rigolo, c'est que c'était la Coupe du Monde en même temps. Ouais. Des fois, t'avais les soirs, t'arrivais à voir le match. Tu regardais le match à la télé, tu prenais une bière avec les gars. Et sauf qu'à la 60e, t'avais une alerte où t'avais le courant qui se coupait suite à une frappe. Et le lendemain, dans la presse, tu voyais qu'il y avait eu tant de morts à tel arrêt de bus. Donc, c'est des contrastes. Et en 15 jours, là, tu utilises vraiment des liens avec des gens. Ouais, c'est des contrastes incroyables. Tu dormais bien, t'arrivais à dormir parce que... La fatigue fait que tu dors. Ouais. Je pense que la fatigue fait que tu dors. Et après, je pense que tu dors pas beaucoup, mais comme c'est qu'un jour, t'as les surrénales qui travaillent et t'es lancé. Mais quand t'arrives en France et que t'as ta copine qui t'attend et qui dit, tiens, on va faire un resto, puis on va aller voir le marché de Noël. Au bout de 5 minutes, il dit sur le marché de Noël, je suis pas à ma place. Je dis, là, on va rentrer. Trop brutal. Ouais, tout ce monde, ce truc, t'es plus habitué à ça. T'es habitué à un peu de sobriété, un peu de monde réel. Et là, tu vois notre société, tu dis, on a des années-lumière. Et après, tant mieux. C'est beau qu'on se voit pas. C'est une discussion philosophique derrière. C'est pour ça que je disais que t'étais dans un contexte de guerre et que, il faut aussi avoir du plaisir dans la vie, que c'est des zones de guerre qui sont, je l'espère, momentanées et que toutes ces populations locales retrouveront la simplicité et la naïveté qu'on a ici, je l'espère pour eux. Mais bravo. C'était donc il y a combien de temps là? C'était la Coupe du Monde de foot, redis-moi l'année. Coupe du Monde de foot 2022. Ouais, probablement. Je redis ça, ouais. Je crois que c'était novembre, c'était dernière semaine de novembre, par décembre 2022, je redis. De tête. C'est ça. Voilà. Ok. Ben formidable, bravo. Est-ce que à Narbonne il y a des projets qui sont lancés? Parce que là, il y a du pain sur la planche un peu partout, j'ai l'impression. Non, je pense que vraiment le plus important, c'est faire ma thèse le 6 septembre. Ouais. C'est continuer à tenir mon couple avec ma conjointe, c'est le plus important. C'est le plus important. C'est le plus important, se projeter à avoir sa vie. Et après, c'est sûr que continuer à m'investir dans mon métier, mais sans aucune limite. Donc, c'est-à-dire autant l'appréhension avec mon secours tour, sur lequel on a besoin de tout un chacun pour aider, pour faire parler, pour lever des budgets, pour continuer. Parce qu'au final, j'ai vraiment l'impression des fois de voir ce film, La liste de Schindler, et il me dit que chaque euro récupéré, derrière, c'est des vies sauvées. Toute proportion gardée, mais c'est ce combat mené, poursuivre cet investissement dans le rugby, dans le sport, et dans ma région de l'Occitanie, dans mes villes à Narbonne ou à Toulouse, de aider à lutter contre cette misère. J'ai souvent cette phrase un peu de Victor Hugo qui me revient en tête, où il avait dit de tête, c'était « Je ne suis pas de celles et ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de celles et ceux qui affirment qu'on peut vaincre la misère. » Et c'est vrai que c'est un beau leitmotiv. Je pense que malheureusement, dans notre société, il y a des choses qui sont horribles, mais on peut essayer d'atténuer toujours. Et c'est un engagement tant en tant que médecin, à l'échelle individuelle, que si demain j'ai d'autres aspirations, de le faire à d'autres échelles, et toujours en gardant ce fil conducteur, ce ligne rouge, être utile, prendre du plaisir, être acteur. Et si un jour ça s'arrête, au moins on aura fait ce qu'on avait à faire dans ce monde. Ok. Écoute Quentin, merci beaucoup. C'était passionnant, t'étais inspirant avec toute cette vision de la vie, avoir les idées, les concrétiser. Bien sûr, certains sont bien à être tranquilles et à ne pas trop bouleverser leur cheminement, mais force est de constater que t'écouter, c'est très très enrichissant et je te dis bravo. Je pense que beaucoup de gens vont être impressionnés. Je pense pas que tu fasses ça pour impressionner, mais c'est, je pense, grâce à des actions comme celles que tu réalises que les choses avanceront. Donc merci beaucoup, merci pour cet épisode et d'avoir pris la parole.
Je te dis à bientôt. Qu'est-ce que ça va devenir la médecine dans ta vie? Tu penses que tu mèneras tout ça de front, la politique? Alors, on parle pas de tes idées, ni du parti, ni quoi que ce soit, mais c'est aussi une façon de concrétiser les idées. Il suffit juste d'acheter le livre, il coûte 15 euros. Non, mais bien sûr, c'est la médecine avant tout, c'est mon métier, c'est pas abandonner ça, c'est ce qui donne ta légitimité, ta crédibilité. Quand je faisais la campagne législative, il y a des gens qui me disaient, tu fais ça pour prendre 7 000 euros de député. Je lui dis, attends, je vais être cardiologue. Je pense que je gagnerais tout aussi bien ma vie, voire peut-être un petit peu plus, et je serais beaucoup moins embêté si je fais pas tout ça. Donc si je le fais, c'est que ça me tient à cœur. Et voilà. Et après, quand tu disais, il faut pas être impressionné, chacun mène la vie qu'il doit avoir, chacun est ce qu'il est. Et dans notre monde, comme sur une télévision de rugby, je pense qu'on a besoin de chacun à sa place. Et par contre, il faut que chacun sache qui il est et à quelle place il doit être. Et après, le futur, il est très dur de faire des pronostics, surtout quand ça concerne l'avenir. Ouais. Côté politique. J'espère juste que Narbonne gagnera à Montauban le week-end prochain pour monter en Pro E2. Ah d'accord. Bah, écoute, quand l'épisode sortira, peut-être que on aura la réponse. Côté politique, c'est vrai que c'est sans doute difficile parce que la volonté, elle est de faire bouger les choses, elle est de créer des idées, de les proposer. Mais comme tu te mets sur l'espace public, t'es rattrapé par des réflexions un peu nocives, négatives, inutiles, destructrices. Comment tu le vis ça? Prendre des coups, toi, ça ne te dérange pas. Par le rugby, tu as l'habitude de prendre des coups. Mais c'est vrai que quand les coups, ils te touchent toi, ils touchent ta famille, ils touchent ton nom, c'est plus dur. C'est plus dur, c'est pour les gens qui t'entourent. Et c'est là où, je veux dire, des fois, tu peux te dire que les plus courageux, c'est ceux qui m'entourent. C'est pas toi. Toi, tu l'as choisi. Les gens qui sont autour de toi, ils le subissent, par contre. Donc, c'est vrai que c'est dur. Mais après, il faut te dire que ce que tu as envie de faire, c'est beau. Et il faut y aller, quoi. Et donc, il y aura des épreuves, mais il faut y aller. Après, ce qui est dur, c'est qu'on est dans un monde politique actuel où c'est vrai que malheureusement, on n'a plus de temps long. On n'a pas de temps de réflexion, d'écouter. Moi, j'aimerais que demain, les ministres, on les voit une fois à la télé par an, mais que pendant les heures du temps, ils bossent vraiment et au moins, ça redonnerait un poids à la parole. Là, c'est vrai qu'on est sur du TikTok, de l'Instagram, du machin, du buzz, de la volatilité, le côté fidélité, travail, valeur, je pense, est un peu en berne, mais l'histoire, elle est cyclique. Et je suis un éternel optimiste. Si t'es pas optimiste dans l'avenir, tu dis, je fais mon métier, je m'en fiche, je me casse à l'étranger, ça marche mieux chez les autres. Moi, j'y crois pas. Je pense qu'on a un très beau pays qui marche plutôt pas trop mal. Il y a des détails à améliorer. Et on le fait. Et après, on va se prendre du plaisir. Alors, on prend du plaisir. Merci beaucoup, Quentin. À bientôt. Allez, merci beaucoup à toutes et à tous. Voilà, c'était un épisode de Médecin qui es-tu. Merci d'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite clochette. Comme ça, vous serez averti de la sortie de nouveaux épisodes. À bientôt.